viens de Paris. En fait, j'ai grandi à Paris pendant 34 ans. Euh, j'ai grandi quand même dans une avenue qui est très connue dans le monde, qui s'appelle Avenue Montaigne, qui est, on dit, l'une des plus belles avenues du monde, parce qu'il y a Nina Ricci, Christian Dior, le Plaza Athénée, qui est un hôtel aussi très connu dans le monde. Enfin, en gros, il y a beaucoup de milliardaires qui habitent dans cette avenue, et on a des très grands couturiers. À l'époque de mon enfance, il y avait aussi le siège de France 2 qui était présent à Avenue Montaigne. Et la particularité, c'est que nous, on était dans une loge, c'est-à-dire que mes parents étaient gardiens d'immeuble. Et donc, nous, on était dans une loge qui faisait 40 mètres carrés. Et on vivait à 4 parce que j'ai un frangin. Et donc, voilà, tu fais les calculs, 40 mètres carrés pour 4 personnes, ça fait pas beaucoup. Et donc, dans notre immeuble, on avait des milliardaires. Et comme je me plais à le dire assez souvent, bah, moi, il y avait des enfants en fait dans l'immeuble. Donc, en tant que gamin, tu t'amuses avec les enfants. Donc, j'étais très souvent dans les appartements. Du coup, à mon sens, qui était disproportionné en termes de taille par rapport à notre 40 mètres carrés, et c'était assez rigolo en fait de passer de ces appartements gigantesques à notre petit 40 mètres carrés, à me glisser en fait entre mon père, ma mère et mon frère, parce qu'en fait on dormait tous dans la même pièce. Donc c'était assez rigolo, mais en même temps quand je prends du recul sur ma vie, tu sais, ça pourrait faire un peu genre Cosette quoi quelque part, mais en fait pas du tout quoi. Enfin quand t'es gamin, tu t'aperçois pas vraiment de cette chose-là. En tout cas, vraiment de la proportion de la taille. Et je m'en suis aperçu il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Je vais souvent à Paris dans mes activités, puis j'ai comme un pèlerinage à chaque fois. Je repasse avenue Montaigne, là où on habitait. Et à un moment donné, ça faisait longtemps que j'y étais pas passé, donc la loge maintenant est devenue une boutique de luxe. Et par curiosité, je suis rentré dans cette boutique. Et en rentrant dans cette boutique, je me suis rendu compte que j'étais finalement dans le salon dans lequel je vivais moi à l'époque. Et c'est là où j'ai vraiment percuté. Et je me suis dit que c'était vraiment microscopique. Et je sais pas comment on faisait, mais en tout cas, on le vivait bien en tant qu'enfant. Donc j'ai grandi dans cet univers. Moi, je suis un enfant dyslexique et dysorthographique. Et comme je te le disais en off, il y a à peine 48 heures, j'ai appris que probablement j'étais aussi HPI. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai évolué aussi de manière peut-être un peu différente que la moyenne, s'il y a une moyenne de normalité dans notre société. Dans la simple et bonne raison que, de ce que je comprends, on utilise notre cerveau de manière différente, donc on a une perception du monde, des gens, de beaucoup de choses qui est sûrement très différente de beaucoup de personnes. Même si on part du principe que si on est 8 milliards sur notre planète, on est dans 8 milliards de mondes différents, c'est vrai que quand on a une particularité au niveau de notre cerveau ou une autre, forcément on est encore plus quelque part dans un autre monde. Donc voilà, donc scolarité un peu compliquée. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais j'ai pas de diplôme. J'ai essayé de passer tous les diplômes, mais j'en ai pas. C'était pas évident parce que je me rappelle mettre beaucoup d'énergie pour essayer de faire comme tout le monde et donc du coup avoir des bonnes notes quoi. Et puis c'est assez frustrant, tu sais, de passer du temps et de l'énergie. Et toi, tu penses que ça y est, c'est bon, en fait, t'as réussi. Puis finalement, t'as toujours ce prof, tu sais, qui est un peu narquois et pas tout le temps très sympathique et qui te taille en fait devant tous les enfants. Et qui te rappelle bien finalement que t'es nul, parce que déjà toi profondément, tu commences à croire vraiment que t'es nul, et après t'as ces adultes-là, heureusement pas tous, mais on l'a tous vécu, qui t'enfoncent encore plus. Et donc du coup j'ai vite perdu confiance en moi, j'ai vraiment l'impression que j'étais une tare, tu sais, que je servais à rien dans la société, c'est très compliqué. Mais du coup je crois, sans m'en rendre compte à l'époque, que j'ai compensé ça en devenant le clown de la classe, et donc j'étais l'enfant qui faisait rire tout le monde et qui faisait le pitre, quoi, quelque part. Je pense que ça m'a un peu sauvé de cette particularité. Et puis, pour essayer de faire court, j'ai arrivé à la deuxième fois où j'essaye de passer mon bac, je me résilie, en fait, je me dis, je suis pas fait pour les études, qui vient encore plus être appuyé par le directeur de l'époque de l'établissement scolaire qui te convoque, tu sais, en fin d'année, et qui lui me dit, Monsieur Perron, vous servirez à rien dans notre société, vous allez terminer SDF. Voilà. Moi, ça m'a fait rigoler à l'époque, et je pense heureusement, mais je me dis, pareil, avec le recul, je pense qu'il y a parce qu'on est gamins quand même, on est des enfants, je pense qu'il y a des enfants qui le prendraient pas comme moi je l'ai pris, tu vois, ça peut vraiment un truc qui peut te marquer après par la suite en tant qu'adulte, surtout déjà quand t'as pas confiance en toi. Hein. Bah oui, ça peut être un élément Ouais, d'identification. c'était bon, bref. Et donc du coup, ça vient confirmer aussi quelque part moi ce que je ressens. Et je me dis c'est bon en fait, je suis pas fait pour les études. Je vais découvrir le monde du travail. Donc j'ai découvert le monde du travail. J'ai été facteur, agent de sécurité, postier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Barman, serveur. Enfin, j'ai découvert plein de petits boulots. Je savais pertinemment que c'était pas une carrière. J'allais pas me lancer en tant que facteur, par exemple. Mais c'était vraiment pour découvrir le monde du travail, vraiment le monde professionnel,
qui était, à mon sens, avant de me lancer, très différent justement de notre scolarité. Et donc, ça m'a bien éclairé. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, plein de petits boulots. Et puis après, tu sais, t'es rattrapé par la société quand même. Encore plus, je trouve, maintenant. Il y a une espèce de poids sociétal où on te fait comprendre que si t'as pas de diplôme, tu vas rater ta vie. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de passer un diplôme. Et à l'époque, on pouvait faire un BTS Action Commerciale, ou en tout cas un BTS en alternance, sans avoir le bac. Et donc, je regarde les différents BTS qui existaient et je vois BTS Action Commerciale. Je me dis, bon, c'est peut-être la chose qui me correspond le plus, mais sans certitude. Et donc, je me lance là-dedans. Mais je ne vais pas réussir à aller au bout de mon diplôme parce que pendant cette période-là, une période difficile, quoi, on va dire, de ma vie où ma mère, donc, qui est gardienne d'immeuble, est obligée de quitter son emploi, en fait, est obligée de son emploi qui est aussi sa maison quand même, du jour au lendemain. J'en parle dans mon livre C'est quoi le bonheur pour vous. En fait, elle avait un compagnon qui s'est avéré après plus tard, on s'est rendu compte qu'il était un psychopathe, qu'en gros. Et moi, je suis descendu un matin de ma chambre de bonne pour aller prendre le petit déj avec ma mère. Il était en train de l'étrangler quand je suis arrivé. Et donc, moi, c'était une époque où je faisais du kung fu. Et donc, du coup, bon, bah, je prône pas la violence, hein, mais bon, bah, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, quoi, en gros. Euh, Lui, après, s'est enfui et il a porté plainte contre moi parce que je lui avais cassé beaucoup de dents. Et donc, du coup, on a été confrontés. Et il s'est avéré, du coup, dans la confrontation et des dossiers qu'on a eu sur lui, qu'il s'était évadé de l'hôpital Sainte-Anne, qu'il avait fait de la falsification de chèques, enfin, que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout stable, en fait, psychologiquement. Et il nous avait menacé de revenir avec une arme et de nous tuer. Et donc, du coup, bah, ma mère a eu peur, bien évidemment, parce qu'on a vu de quoi il était capable, quoi, quelque part. Et donc, du coup, elle a tout quitté et elle s'est réfugiée chez mon frère. Mon frère qui venait juste d'avoir son premier enfant, donc mon neveu. Et bah, moi, j'ai fait un choix, en fait. Je leur ai dit, vous occupez pas de moi. Je voulais pas rajouter un poids à mon frère, à ma belle-sœur. Enfin, ils se retrouvaient dans un appartement qui était compliqué. La situation dans laquelle ma mère était compliquée, elle n'était pas bien non plus. Je laisse imaginer un état émotionnel un peu compliqué. Et moi, je crois que j'ai toujours été un peu débrouillard en fait dans ma vie. Donc du coup, je leur ai dit, vous inquiétez pas, moi, je vais me débrouiller. Bon, voilà. Il s'est avéré que c'était en plein hiver, donc du coup, je me suis retrouvé SDF pendant un peu plus de 6 mois à me débrouiller, à prendre une douche à droite, à manger à gauche, à trouver un toit pour dormir. Et finalement, ça a été quand même, en tout cas, je crois, mais je suis pas certain, je crois l'avoir perçu avant de me lancer et prendre ce choix, en me disant ça va être une école de la vie en fait. Je vais apprendre des choses, quoi. Et c'est vrai en fait, au fin de compte, ça a été une vraie école de la vie. Je me suis découvert aussi moi davantage. Qu'est-ce que tu as appris de cette période-là? Bah, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, le point de liaison que j'allais faire aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis né dans une famille où on parle de connaissance de soi, de développement personnel depuis que je suis gamin. Ma mère a toujours été passionnée de cartes, elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. Voilà, on avait beaucoup de personnes qui passaient à la maison, on parlait de développement personnel, etc. Nous, on allait voir des naturopathes quand j'étais gamin, des iridologues, tu vois. Enfin, ma mère était, on va dire, un peu précurseur là-dedans. Évidemment, elle avait des amis qui baignaient aussi dans cet univers, mais à cette époque-là, ça restait dans notre microcosme. On pouvait pas trop en parler. Il fallait absolument que ce soit un médecin de famille. Enfin, il y avait beaucoup de choses dont on pouvait pas parler parce que sinon, on nous aurait pris pour des gens un peu bizarres. Donc moi, j'ai grandi là-dedans, ce qui veut dire que ma mère me dit très souvent, en fait, que moi, j'ai commencé à cheminer vers moi vers l'âge de 10 ans. Donc, arrivé à cette période-là, 23 ans, quoi, en gros, où je sors de cette période qui est SDF, bah, j'ai une vraie connaissance de moi. Je me connais déjà très très bien. Je connais en fait mes qualités, mes défauts, mes compétences innées. Je sais ce qui me fait vibrer. Je sens qu'il faut que j'apporte mes compétences, que je sois utile en fait pour l'humanité et pour la planète. Mais je sais pas trop comment, mais je le sens profondément parce que bah, je pense que c'est lié à la connaissance de soi. En fait, plus j'en apprends sur moi, plus j'en apprends sur les autres. Après, tu as une curiosité. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc voilà, j'ai envie de découvrir après beaucoup de choses à cet âge-là, la politique, l'économie, la pharmacopée, enfin comprendre le système en fait dans lequel on est. Donc très tôt, je remets en question en fait le système dans lequel on est, et je suis confronté aux adultes, à l'époque aux enseignants, leur donnant mon point de vue, mon regard sur beaucoup de choses. Et c'est assez freinant parce qu'à chaque fois ils te disent maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je comprends très vite qu'on veut nous mettre sur des rails. Et moi je sens profondément que je pourrais pas rester en fait sur ces rails toute ma vie, c'est impossible. Et donc je vais forcément à un moment donné prendre des chemins de traverse. Donc arrivé à cet âge-là, je me connais bien. Je sais que pendant cette période, pour répondre à ta question, où je suis SDF, je vais beaucoup plus comprendre ma capacité de résilience, mon optimisme, le regard en fait que je peux poser sur la vie
qui est très différent des gens que je côtoyais à l'époque qui vivaient aussi cette situation. Où moi, je trouvais que, tu sais, tu le vois des fois dans le regard des gens, ils ont les yeux qui brillent, et il y a d'autres personnes, ils ont vraiment, tu sens que c'est éteint en fait derrière. Et donc moi, je constatais ça. Et comme j'ai commencé très tôt à m'occuper de moi j'étais déjà, malgré cette période, déjà en fait en train de m'occuper de moi. Donc j'étais discipliné. Donc je faisais du sport, je faisais des exercices de relaxation, j'allais souvent en bois de Boulogne pour méditer auprès d'un arbre. Enfin, j'étais déjà, hein, tu vois, là-dedans. Et donc je pense que ça m'a aidé aussi à traverser cette période forcément, parce que déjà un minimum, quand toi t'es bien dans ton corps, ça a un vrai impact aussi psychologique. Et donc ça, je pense que ça aiguise davantage ta créativité, ton optimisme, ta perception de la vie, des événements que tu traverses, etc. En gros, moi, à cette période, ce que je me répétais quand même très souvent, c'est que je sentais que ça allait être quelque chose qui allait être éphémère, qui allait pas durer toute ma vie, et qu'à un moment donné, j'allais trouver une solution. Donc, en attendant, je fais du mieux que je peux pour passer cette épreuve, quoi, si on dit que c'est une épreuve. Et donc voilà. Et donc, forcément, au bout de 6 mois, ma mère, qui travaillait à l'époque dans un cabinet de notaire, on lui parle d'une chambre de bonne de 10 mètres carrés, avenue Raymond Poincaré, à Paris. Et donc, voilà, ça me sort un petit peu de ce truc-là. Je vais voir cette chambre de bonne, et donc, c'est quand même très étonnant. Je sais pas si tu es déjà rentré dans un 10 mètres carrés, mais c'est vraiment tout petit. Et je me rappelle bien rentrer et me dire, oh, j'espère que je vais pas rester longtemps quand même, parce que c'est vraiment petit. Et finalement, j'y suis quand même resté 10 ans. Et donc, c'est à partir de cette chambre de bonne que j'ai commencé à développer mon entreprise. Comme je te disais, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour l'humanité, mais je savais pas trop quoi. C'était quoi la forme de cette première entreprise alors? Eh ben, moi déjà, c'était un moment de ma vie où je voyageais quand même beaucoup en sac à dos. Oui. Ce qui était très étonnant d'ailleurs pour mon entourage, parce que j'avais pas de thunes, pas de diplôme, dyslexique, tu vois, j'avais pas vraiment les cartes entre les mains pour voyager. Mais par contre, en fait, dès que je faisais des petits boulots et que j'avais un peu de sous, je le mettais de côté. Et donc, j'entends encore moi mes potes de l'époque me dire mais comment tu fais? Je leur disais regarde, toi tu t'es acheté le dernier jean, tu vas en boîte de nuit, tu prends une bouteille de vodka qui coûtait je sais pas combien de francs à l'époque, vous fumez tous des clopes là, ça vous coûte je sais pas combien de thunes. Voilà, enfin, en gros, j'essayais de leur montrer que j'économisais quelque part, en tout cas que j'utilisais mon argent très différemment. Voilà. Et pour moi, ce qui me nourrissait, ce qui me nourrit encore aujourd'hui, c'est le voyage. Donc du coup, alors pour moi, le voyage, c'est pas partir à l'autre bout du monde. Hein. Ce que je faisais, c'est par exemple, j'avais trouvé comment ça s'appelle, des cars à Paris qui partaient à Deauville pour que dalle. Je pense ne dire pas de bêtises, c'est une mémoire, je crois que je payais 10 francs, un truc comme ça, pour aller à Deauville, tu vois. Et ça, pour moi, c'était un vrai voyage, en fait. Ça me faisait vraiment sortir de cette bulle à Paris qui est très, très particulière. Quand tu es réceptif aux énergies, c'est très, très particulier. Donc, j'avais vraiment l'impression de m'extraire, en fait, de cette bulle. Et donc, ça me faisait vraiment du bien de respirer. Je me retrouvais à la mer, je me baladais, etc. Pour moi, c'était un vrai voyage, quoi. Ça me faisait du bien. Et puis après, de fil en aiguille, plus j'avais un peu de sous, plus je partais un peu plus loin, en Europe, etc. etc. Donc, moi, c'est le voyage qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. J'essaie de me rappeler la question que tu m'as posée. C'était quoi? C'était quelle était l'intention de ta première entreprise? Parce voilà. En fait, tu parles d'éducation, mais tu es aussi sensible à l'écologie, comme tu nous le partages là, et au bien-être, parce que vraiment, ce sont des sujets que tu abordes sur plein de plans. C'est-à-dire par le sport, l'alimentation, la philosophie. Enfin, tu es vraiment quelqu'un qui couvre tous ces aspects, et c'est aussi pour ça que j'aime énormément ce que tu fais et ce que tu proposes, et je suis heureux encore une fois que tu viennes sur Énergie Positive. Merci. Mais la question c'était, est-ce que tu as d'abord abordé l'écologie, ou est-ce que tu as abordé l'éducation, ou est-ce qu'il y avait déjà les deux qui étaient intriqués? Et ben justement, le point de liaison avec ce que je suis en train de te raconter, c'est que comme je voyageais déjà quand même plutôt beaucoup, on va dire, et que je voyais de manière très différente de la plupart des gens, j'avais envie de proposer aux personnes de voyager comme moi. Parce que, évidemment, oui. C'est-à-dire à moindre coût. Exactement. À moindre coût, à la rencontre des gens, immersion en pleine nature, découverte. Moi, j'adore manger et je passe beaucoup de temps à cuisiner des plats, tu sais, qui sont colorés, qui m'apportent de la vitalité, etc. Et donc, je voulais découvrir aussi l'aspect culinaire des pays, l'aspect culturel aussi des pays. Enfin voilà, de manière vraiment très différente de ce qui se faisait à l'époque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en commençant un peu à parler de ça autour de moi, il y a un gars qui m'a dit, écoute, moi, mon frère, il est directeur d'une agence de voyage à Opéra, va le voir, parle-lui de ton idée. Et donc, j'y suis allé, et je me rappelle très bien, quand je lui parle de tout ça, que je vois que c'est comme des dollars, en fait, qui brillent dans ses yeux. Je lui dis, mince, en fait, peut-être que je tiens une idée, c'est peut-être ça, en fait, qu'il faut que je fasse.
Et donc, je fais, et je le mets entre guillemets, une étude de marché, parce que j'avais jamais appris à faire une étude de marché. Donc, je vais dans plein de bibliothèques, dans plein d'endroits, pour voir en fait si l'idée de ce que j'ai envie d'apporter en France d'une autre façon de voyager existe. Et mon idée, c'était de mêler le bien-être et l'écologie. Parce qu'on parlait très très peu en fait d'écologie. Ouais. Et moi, ma façon de voyager, en tout cas à mon sens, c'était quand même écolo. Et donc, je voulais lier le bien-être et l'écologie. Donc, je commence à créer un groupe qui s'appelle Néhorizon Travel, donner un sens à vos vacances, où je propose en fait des voyages bien-être et éco-responsables. Et donc, pour ce faire, comme moi, je ne suis pas agence de voyage, je n'ai pas de licence d'agence de voyage, je n'ai pas de diplôme dans le monde du tourisme, je vais m'entourer d'acteurs dans le monde du tourisme, donc de tour opérateurs, d'agences de voyage, qui sont dans plein de pays, qui sont francophones, qui partagent mon idée, c'est-à-dire qu'au départ, je les contacte, je leur explique moi ma façon de voyager, ce que je veux proposer au public, et je leur demande de me créer un voyage sur mesure pour mon public. Et c'était génial parce que du coup, j'ai été dans plein de pays, j'allais dire tout frais payé par les agences, pour que moi je teste en fait ces séjours pour voir si ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de proposer aux personnes qui vont passer par mon site internet. Donc j'ai testé beaucoup de séjours dans beaucoup de pays sur des séjours bien-être éco-responsables. Et donc ça a commencé à enrichir le site internet Néhorizon Travel de beaucoup de voyages. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment où moi j'ai décidé d'arrêter, en fait, tu sais, quand t'es en alternance, t'es dans une entreprise. Ouais. Après, cette entreprise m'a employé parce qu'elle trouvait que je me débrouillais bien. Moi, au moment où j'ai ressenti que j'étais plus trop en accord avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle je bossais, enfin, tout un tas de choses, je me suis dit en fait c'est maintenant ou jamais. Soit je me lance maintenant, je quitte mon emploi, je me lance sans rien en fait, comme on dit avec s'habiter son couteau, et je vois en fait si ça marche ou pas. Soit je continue à faire le grand écart entre un site internet que j'essaie de faire vivre et puis le fait de rester dans une société. Et donc là, je quitte mon emploi et je me lance à plein temps sur Néhorizon Travel. Et donc ça va mettre du temps à se développer. Et pendant ce temps-là, ça va mettre à peu près 3 ans, pendant cette période, il y a beaucoup d'acteurs du tourisme, je ne vais pas les citer, mais qui sont très connus dans le monde du tourisme, qui m'envoient des courriers avec accusé de réception, de mise en demeure, et qui me demandent d'arrêter mon activité pro, parce qu'ils estiment que je suis hors la loi, que c'est illégal en fait ce que je fais. Sauf que moi, ce que je m'aperçois, parce que j'ai un bon avocat, ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, je crée un marché dans le monde du tourisme. T'es un concurrent, en fait. Exactement. Et en fait, je crée quelque chose de nouveau, donc un marché qui est nouveau, et je crée un modèle économique dans le monde du tourisme qui n'était pas existant. Parce que moi, je me retrouve intermédiaire entre une agence de voyage et quelqu'un qui a envie de partir en vacances. Et moi, je récupère une commission, en fait, si l'agence de voyage et cette personne-là conclut le voyage. Et ça, à l'époque, c'était inexistant. Et donc, je reçois toutes ces mises en demeure. Mon avocat, qui fait bien son job, leur montre en fait que non, c'est tout nouveau, les gars. Il peut continuer à exercer son activité. C'est juste que c'était inexistant jusqu'à présent. Donc, je continue à développer mes activités et je continue malgré tout en fait à recevoir des mises en demeure. Et donc, ça commence à devenir un peu pénible, si tu veux. Je me dis, je suis dans un monde de requins, en gros. Et la 4e année, il y a un gars dont je ne dirai pas le nom non plus, qui fait une grosse levée de fonds, qui identifie en fait justement ce que je fais, qui fait une très grosse levée de fonds, il lève des millions d'euros et qui commence très rapidement en fait à prendre vraiment toutes les parts du marché que j'avais créé, quoi. Et c'est à ce moment-là où moi je vois le vent venir, où je me dis en fait j'ai pas envie de travailler avec des requins, j'aime pas l'ambiance générale qu'il y a dans le monde du tourisme, même si moi j'adore voyager, je n'ai pas envie de continuer là-dedans. Donc avec l'équipe de l'époque, on commence à brainstormer, on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait créer une activité en parallèle sans trop délaisser ce qu'on a fait, parce que ça faisait comme des années qu'on mettait de l'énergie. Et donc on crée une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être et qui est pour moi en fait le cœur et le berceau de ce qui m'animait secrètement, on va dire, c'est de mettre en lumière le développement personnel, les médecines alternatives, les médecines douces, en démocratisant en fait ce milieu qui était et qui est encore en fait, qui est pointé du doigt pour beaucoup comme une secte, comme des gens un peu farfelus, des gens dangereux, etc. Donc comme je te disais que moi je baigne là-dedans depuis tout petit, j'avais beaucoup d'informations, que j'ai commencé mon propre cheminement aussi tout petit, donc à l'époque il n'y avait pas beaucoup de livres en développement personnel, mais je lisais tout ce qu'il y avait. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire, même si j'étais dyslexique et dysorthographique, je sais que c'est culotté en fait de se lancer et de créer une agence de com qui mérite justement d'être très pro, tu sais, sur le côté orthographe, grammaire, t'es une agence de com quand même. Mais bon, je pense avoir eu ce talent, parce que je pense que c'est un talent de s'entourer des bonnes personnes qui m'aident encore à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs,
pour envoyer mes newsletters, pour m'aider à écrire mon bouquin, parce que pour moi, c'est compliqué, en fait, tout ça. Donc, on crée l'agence Néo Bien-être, et puis voilà, on crée un annuaire pour regrouper les professionnels du monde du bien-être. Je commence à créer un réseau. Donc là, je commence à fédérer les thérapeutes et les professionnels du bien-être dans un premier temps à Paris, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils créent des activités ensemble, pour qu'ils comprennent qu'ils sont pas concurrents, qu'ils sont complémentaires dans leurs activités, qu'ils ont des choses à faire en fait ensemble. Et puis ça commence avec je crois 4-5 personnes, après 10, après 100, après 200 personnes, ça commence à prendre de l'ampleur. Et là je me dis bon je vais faire ça aussi à Lyon, et puis je vais faire ça aussi à Marseille, je vais faire ça à Rennes, je vais aller dans les grosses villes de France, tu sais. C'était aussi un autre moyen pour moi de voyager quelque part quoi. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là, pendant 7 ans, tous les mois. J'allais dans 12 villes en France. Après, j'ai été au Canada, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, toujours pour fédérer les thérapeutes, finalement. Donc c'était génial, j'ai rencontré des milliers de thérapeutes, c'était vraiment très très intéressant. Et puis pendant cette période-là, j'ai commencé à réaliser le film C'est quoi le bonheur pour vous. Je me rendais pas trop compte que j'étais en train de réaliser un film. En fait, j'étais juste en train d'interviewer des gens, je leur posais la question c'est quoi le bonheur pour vous. Et puis je l'ai filmé avec mon téléphone portable et je me suis fait embarquer dans cette énergie-là. Et j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Je leur ai tous posé la question c'est quoi le bonheur pour vous. J'avais 300 heures de rush et avec ça, je me suis dit bon allez tiens, je vais en faire un film. Mais bon, tu l'as compris, pas de diplôme, donc c'est pas mon métier. Et je me dis je sais pas comment je vais faire. Ma vie, moi, est quand même beaucoup régie par des synchronicités. Donc je rencontre un jeune homme qui s'appelle Laurent Quérard, qui va m'aider à réaliser ce film. On sort le film. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes qui ont vu le film. C'est un super film. Merci. Il est accessible sur YouTube d'ailleurs pour ceux qui veulent le voir. Et puis voilà, ça me donne l'envie de créer et de réaliser un autre film pour faire le point avec l'éducation qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. Voilà, qui est sorti aussi il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Voilà. Puis après, entre-temps, il s'est passé vraiment beaucoup de choses que j'avais pas imaginées. Et comme je le dis souvent, comme je ne l'imagine pas, tout ce que je fais, c'est de manière intuitive. Donc c'est vraiment ce qui me guide, on va dire, c'est la joie. Ce qui me guide, c'est mon intuition. Donc c'est ce qui quand ça me parle, en fait, comme ça me fait vibrer, comme ça me donne des frissons, généralement, je sais que c'est bon signe. Et donc du coup, je mets toute mon énergie là-dedans et force est de constater que ça marche plutôt bien. Et donc voilà, je me suis rajouté plein de casquettes. Je suis devenu créateur d'événements, donc réalisateur et producteur de films. On a créé un jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous. Je suis devenu auteur avec les livres, c'est quoi le bonheur pour vous. Il y a un deuxième livre en prévision. Le deuxième, qui est la suite du premier du coup, qui va sortir le 31 octobre. Puis je dois oublier des choses. Oui, on a organisé des séjours vélo, yoga et méditation. J'accompagne des gens aussi sur Compostelle, parce que maintenant je vais très souvent randonner sur Compostelle. Je dois oublier beaucoup de choses, mais on fait vraiment tout un tas de choses. Tu le disais, on a créé un podcast aussi, 2 podcasts, c'est quoi le bonheur pour vous, innovation et l'éducation. Bon, c'est assez vaste, peut-être qu'il faudrait recentrer un peu notre échange, mais oui, je pars du postulat que tout part de l'éducation et que si on veut une société très différente, en tout cas moi, c'est ce qui m'anime, c'est semer des graines. Je me définis comme un jardinier. J'aime bien l'idée d'être un jardinier, de semer des graines autour de moi depuis une vingtaine d'années. Et je vois avec le temps que un adulte, ça met quand même beaucoup de temps pour se déconditionner de tout ce qu'on lui a appris. Alors qu'un enfant, si on fait un parallèle avec un disque dur, c'est un disque vierge, quoi, en gros. Et donc je me dis que très tôt, on peut justement apporter le savoir-être, la connaissance de soi, ce qui nous manque dans nos sociétés respectives, qui est très concentré dans les connaissances et dans notre cerveau, en gros. Quand tu regardes les gens, 80% des personnes, ça s'arrête là. Tout est concentré vraiment dans notre cerveau. Plus personne n'est connecté à son corps. Donc je fais le point de liaison entre la connaissance de soi et l'éducation. Donc voilà, je mets beaucoup d'énergie là-dedans et j'ai envie de continuer au moins jusqu'à 112 ans. Génial. Super. Merci beaucoup Julien pour ces éclairages. Et en fait, recentrer le débat, moi je trouve qu'on a les deux pieds dedans parce que c'est justement que tu es une personne plurielle, quoi. Ouais. Moi, je te trouve multipotentiel. Donc c'est vrai, quand je t'entends dire dyslexique et dysorthographique, je trouve que, en fait, par ton expérience, tu permets de sortir de la connotation un peu négative d'être 10. Et j'ai plutôt envie d'appuyer sur le côté HPI, le haut potentiel intellectuel, parce que je trouve que du coup, il y a cette forme d'intelligence à se dire, il y a un conditionnement, et puis il y a moi, donc c'est moi que je vais écouter. Et finalement, tu as répondu à la question, quelle place a l'intuition dans ta vie? Et j'ai l'impression que c'est elle que tu suis tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui est compliqué, quand tu observes bien, c'est ce qui est compliqué pour la plupart d'entre nous, en réalité. C'est justement d'être son propre capitaine, tu vois, de son navire, et de s'écouter profondément, et ne pas être dépendant du regard de l'autre, de ce que dit la société, de ce que disent les médias,
Parce que c'est compliqué, il faut être réaliste, c'est très compliqué de se déconditionner, de prendre du recul et de s'apercevoir un peu des mécanismes. Il y en a beaucoup, tu sais, c'est un peu l'image du singe, tu sais, qui se met les yeux comme ça. Il y en a beaucoup qui, alors certains qui sont très honnêtes le font vraiment volontairement parce qu'ils n'ont pas envie de savoir, j'allais dire, la vérité, s'il y a une vraie vérité. Et puis il y en a d'autres, ben non, en fait, ça va pas rentrer dans leur prisme. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont nécessaires d'être connues pour la plupart d'entre nous. Je parle vraiment des mécanismes sociétaux, de se rendre compte qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, donc ça, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont rendus compte, mais qu'il y a des leviers, en fait, il y a des actions, il y a des choses, en fait, qui sont mises en place, quelque part, un peu pour conditionner nos citoyens, hein, tout ce qu'on est, à rester sur des rails, à avoir une vision spécifique de la vie, une perception des gens, une perception du couple, une perception du mariage, une perception d'être parent, une perception de beaucoup de choses. Tout ça, c'est très, très, très conditionné. Et c'est pour ça que c'est compliqué de se déconditionner, parce que tout est organisé pour, justement, qu'on ait une espèce de vision collective. Et dès que toi, tu n'as pas une vision qui est comme les autres, que tu t'exprimes différemment et que bah, tu leur montres que bah, non, en fait, si on est 8 milliards, il y a peut-être 8 milliards de réalités différentes. Bah, forcément, ça secoue et ça remet en question beaucoup de choses. Ouais. Bah oui. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident de se déconditionner, ou enfin, il y a peut-être les personnes pour qui ça rentre pas dans le prisme, comme tu dis si bien, bah oui. Enfin, d'avoir une forme de discernement. Ouais. Mais si on a ce discernement-là, en fonction, peut-être que l'âge peut intervenir, tu vois, quand tu as 40 ou 50 ans et que tu t'aperçois que peut-être tu as basé, tu as construit une vie sur des valeurs qui finalement n'étaient pas les tiennes, c'est challengeant, quoi. Mais alors, ce que tu dis est vraiment très juste. Moi, ce que j'ai observé pendant toutes ces rencontres que j'organisais de ces thérapeutes, j'ai vraiment rencontré des milliers de thérapeutes. Alors là, c'est le milieu des thérapeutes, mais on peut vraiment le transposer à beaucoup de personnes. Oui, c'est arrivé à 40 ou 50 ans. Arrivé à 40 ou 50 ans, les gens ont un déclic. Pourquoi? Parce qu'une grande partie se sont occupés de leurs enfants, parce que la grande majorité sont des parents, ils se sont occupés de leurs enfants, ils ont fait un job souvent alimentaire, c'est-à-dire pas un job qui, pour moi, devrait être la priorité en termes d'épanouissement, donc alimentaire. Donc ils ont subvenu à l'épanouissement de leur enfant, probablement si c'est une femme à son mari, et si inversement le mari et la femme, enfin bref. Et donc en fait ils se sont mis de côté et arrivé à cet âge-là, bah, il y a un déclic. Ça y est, en fait ils ont envie de donner du sens à leur vie, pro, perso, etc. Et donc là, bah, très souvent il y a des chamboulements. Il y a des gens du coup qui changent et qui passent, je vais dire peut-être une bêtise, mais qui n'en est pas vraiment une, de comptable à naturopathe, parce que c'était ça en fait qui les faisait vibrer depuis très très longtemps, mais finalement ils n'ont pas pu le faire parce que bah, ils ont créé ce style de vie. Et puis il y en a d'autres qui vont créer des chambres d'hôtes, etc. Mais ouais, ça arrive vers 40-50 ans, et donc ça, moi je l'ai vu il y a très 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 longtemps en arrière, et donc parmi les réflexions que je me faisais, je me disais mais moi j'ai pas envie d'attendre 40 ans ou 50 ans pour me dire bah ça y est, maintenant je vais essayer de m'occuper de moi, puis je vais profiter de la vie, quoi. Moi je me suis toujours dit c'est maintenant qu'il faut profiter de la vie. Et encore plus quand dans ta vie, moi j'ai eu 3 accidents très graves, normalement je devrais pas être là, j'aurais dû mourir, quoi, très clairement, et je me dis encore plus en fait quand tu vis ces événements dans un peu, tu sais, un dialogue qu'on se dit souvent, peut-être dans des soirées, ah mais tu sais, tout peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et ben quand tu l'as vécu 3 fois, ben, je peux te dire que c'est une réalité. C'est-à-dire même là encore, j'ai conscience que là, on va se quitter après notre interview. Je vais prendre mon vélo, il se peut que je rentre pas chez moi. Tu vois. Et c'est une vraie réalité. Tu sais, quand tu l'as vécu 3 fois, tu sens vraiment que c'est une vraie réalité, quoi. Et donc j'ai envie de vraiment profiter à fond de la vie, et surtout d'être impactant dans notre société et de laisser une trace positive qui puisse impacter après les générations derrière moi, en disant ouais non c'est possible en fait de se déconditionner, d'avoir un regard différent sur la vie, et surtout d'être vraiment le capitaine de sa vie, de se créer une vie de rêve et d'impacter le monde positivement. Ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. La seule condition pour moi la plus cruciale et la plus importante, c'est d'accompagner les enfants le plus tôt possible vraiment à se connaître profondément. Est-ce que c'est ça, réussir sa vie? Je pense que oui. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont te dire c'est, je sais pas, être milliardaire, avoir une Ferrari. En tout cas, ça va beaucoup tourner autour du matériel, de ce que je peux observer. Pour moi, réussir sa vie, oui, c'est être vraiment à sa place en tant qu'individu, parce qu'on a tous une place, à mon sens, à prendre dans notre société. Ce qui est génial, c'est qu'on est tous complémentaires les uns des autres. Et pour moi, réussir sa vie, peut-être que ça serait vraiment d'être de faire chacun sa part du colibri, comme on le dit, pour un monde meilleur, en fait, pour un monde plus harmonieux, qui a beaucoup plus de sens, qui est beaucoup plus tourné vers l'amour, beaucoup plus vers la coparticipation, la co-créativité,
qui est vraiment l'inverse de ce qu'on vit en fait dans nos sociétés respectives. Et moi, je suis convaincu que c'est ça en fait notre mission de vie à chacun. Moi, je le vois un peu comme un fil, tu sais, qui nous relie les uns et les autres. Oui. Moi, je trouve qu'on est vraiment tous connectés les uns et les autres. Donc, je parle du vivant, hein, tous les êtres vivants. Et moi, ce fil, pour moi, c'est l'amour. Et je trouve que voilà, on est tous connectés. Donc, quand je te disais en off que je prenais soin de moi et que j'étais très discipliné par rapport à ça, c'est que je sais que quand je le fais, j'impacte aussi les gens qui m'entourent. Et donc, pour moi, c'est une responsabilité citoyenne, en fait, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son état d'esprit, de développer aussi cette notion spirituelle qu'on aborde très peu, je trouve, dans notre société. Tout ça, c'est une vraie responsabilité citoyenne parce que quand je le fais, j'impacte aussi les gens autour de moi positivement. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression qu'on est reliés. Je sens en fait que, en étant comme ça, je touche aussi positivement les gens autour de moi. Super. C'est quoi la spiritualité, Julien? La spiritualité, alors, pour moi, je la vis vraiment en pleine nature. Je pense que la spiritualité, on pourrait en faire un film justement avec cette question. C'est quoi la spiritualité pour vous? Je crois qu'il y aurait des définitions très différentes. Moi, telle que je la vis, c'est vraiment être connecté dans la nature. Je passe beaucoup de temps dans la nature. On me verra plus souvent sur les réseaux sociaux avec un sac à dos sur le dos en train de camper quelque part en pleine nature ou faire du vélo quelque part dans le monde que autre chose. Parce que je me sens tellement connecté à elle. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une sœur pour moi. Et j'ai vraiment le sentiment que plus les années passent, plus elle me reconnaît comme un frangin. Et donc, voilà, je suis vraiment en connexion avec tous ces animaux. J'ai des belles histoires avec des animaux comme ça en pleine nature qui viennent me voir, avec qui je passe du temps. Et ça peut paraître hyper magique, mais je pense qu'à partir du moment où tu conscientises que tu fais partie d'un tout, que tu respectes la nature, donc que tu respectes tout le vivant dans sa globalité, moi, je suis vraiment convaincu que c'est réciproque. En fait, du coup, c'est des énergies que tu émanes. Et donc, pour donner quelques exemples, parce qu'on parle de spiritualité, je sais que pour certains, ça pourrait paraître justement un peu perché ou spirituel. Chacun son point de vue. Exactement, c'est ça. Moi, par exemple, avant de m'installer mon campement, donc quand j'ai bivouaqué, déjà, je suis sensible aux énergies de là où je me trouve. Ouais. Généralement, elles sont quand même plutôt bonnes, mais parfois, en fait, pas tant. Et si c'est le cas, avant de me poser, je remercie en fait les énergies qui sont présentes. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je vois pas de fées ou de trolls ou d'orques ou quoi que ce soit. Par contre, je ressens une énergie. Et je sais que cette énergie, en tout cas, pour moi, telle que je la ressens, est bienveillante. Donc, du coup, je remercie cette énergie. Après, je m'installe, tout ça. Et puis, quand je repars le lendemain, pareil, en fait, je remercie les lieux, de cette bonne nuit que j'ai passée, paisible, qui était très sympa. Et après, je continue ma rando. Et voilà, après, moi, je fais des câlins aux arbres depuis que je suis gamin et je sens que ça m'apporte beaucoup. Je sens, en fait, cette énergie qui est tellement chaleureuse, pleine d'amour et qui fait vraiment beaucoup de bien. Je marche beaucoup de fois aussi pieds nus dans la terre parce que je sens, en fait, que ça me fait du bien, tout simplement. Après, pour les pragmatiques, on voit quand même qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées par rapport à ça. On voit que c'est le magnétisme terrestre, hein, tout simplement. On est coupé avec nos chaussures, le carrelage, le bitume du magnétisme et on en a tous besoin, en fait, en réalité. Donc voilà, moi, c'est la spiritualité, c'est vraiment cette connexion au vivant et c'est pour ça que je disais que je suis très, très souvent là-bas parce que j'ai besoin de cette connexion au vivant et je sens que en habitant à Montpellier, qui est quand même une belle ville, je trouve, avec des belles énergies, où il fait très beau. Voilà, moi, je me sens très bien, les énergies sont très douces ici, j'adore. Malgré ça, il y a des moments où je ressens que c'est too much. Il y a trop de pollution sonore, trop de pollution lumineuse et tout, etc. Et je sens qu'il faut que je m'extrais de là. Et ça, j'ai appris à l'écouter. Et quand je le ressens, moi, je vais au lac du Salagou, par exemple. Je monte tout en haut d'un mont pour avoir une vue globale, en fait, sur le mont. Et généralement, je reste une nuit là-haut, je bivouaque là-haut. Et après, voilà, je repars le lendemain. Et là, en termes de voyage, par exemple, j'ai l'impression, quand je reviens ici à Montpellier, alors que je suis resté que 24 heures, j'ai l'impression d'être parti une semaine, quoi. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça, pour moi, la spiritualité. Super. Merci, Julien. Donc, toi qui travailles beaucoup en lien avec l'éducation, entre autres, tu dois être confronté donc aux instituteurs, aux parents, mais le regard des enfants. Est-ce que les enfants, ils ont un regard ou des propositions sur comment les grands pourraient s'occuper d'eux? Ah mais tellement. Il y a des films super intéressants. Hein. Tu peux trouver des films sur Google, hein, tu verras, il y a déjà des réalisateurs qui se sont penchés sur la question, qui ont été interviewés des films. Moi, pour le film L'école de la vie, une génération pour tout changer, je l'ai pas fait parce qu'à l'époque, on voulait le faire, mais des informations qu'on a eues, c'était très compliqué légalement d'un point de vue administratif. Ouais.
Dans la simple et bonne raison que, imagine, c'était les parents en fait qui signaient pour les enfants. Donc c'est pas les enfants qui signaient. Et si 15 ans après, par exemple, l'enfant se voyait dans le film et disait bah non, en fait, moi je voulais pas, bah, en fait il faut l'enlever après du film. Donc du coup on n'est pas parti là-dedans, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Moi, de ce que j'observe et des discussions que je peux avoir avec les enfants, c'est qu'ils sont super intéressants. Comment il s'appelle, Frédéric Lenoir, qui a créé la fondation Sève, qui propose des ateliers philo et méditation. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants et de professionnels qui se forment pour proposer ça. Et donc très souvent, la notion de ce serait quoi une école idéale vient en fait dans ces questions un peu philosophiques qu'ils abordent. Ils ont des idées en fait qui sont géniales. C'est les premiers en fait qu'on devrait interviewer. Tu vois, c'est les premiers sur lesquels on devrait s'intéresser. Moi, dans le congrès innovation en éducation que j'organise et le festival pour l'école de la vie, systématiquement, je demande à ce qu'il y ait des enfants qui viennent et qui donnent des conférences. Justement, en fait, pour qu'ils puissent, bah, c'est eux en fait les premiers concernés. C'est sûr. Et ouais, ils ont vraiment beaucoup de choses à dire. Donc c'est assez varié quand même ce qu'ils vont dire, mais ce qui ressort beaucoup, c'est la coopération, la co-créativité, beaucoup plus d'amour. En fait, c'est les qualités qui sont déjà intrinsèques en tant qu'être humain. Donc il suffit juste d'observer les enfants tels qu'ils sont. Tu vois, en fait, ils sont dans l'émerveillement, dans la curiosité, dans la co-création, la coparticipité. Ils vont aider quelqu'un si ça va pas. Tu vois, on a déjà cette générosité, cette empathie, etc. On est des êtres de relation. Exactement. Et d'ailleurs, la plus grande étude qui a été menée sur le bonheur pendant 75 ans par Harvard a montré que c'est le lien social qui est le plus important pour un être humain, en fait, pour tendre vers le bonheur. Et donc, ouais, ils ont une perception de l'école qui est très différente, forcément. En tout cas, en France, hein, parce que nous, c'est l'aspect culturel de la France. Mais quand tu vas dans d'autres pays, moi, je reviens d'Écosse, là, il y a pas longtemps, le système en Écosse est radicalement différent. C'est le système que beaucoup de parents rêveraient d'avoir et qui est totalement à l'opposé, en fait, de notre système ici en France. Par exemple, ce qui est complètement dingue, hein, ils sont 9 par classe et ils ont 2 enseignants pour 9 élèves. Donc déjà, rien que ça, déjà, je te laisse imaginer comme ça change énormément de choses. Donc, évidemment, tu vois, ça, on peut pas faire un copier-coller en France, c'est impossible. Bah, tous les enfants, TDAH, hypersensibles, 10, etc., ils ont tout le matériel nécessaire, on les accompagne dans ce qu'ils sont, en fait, tout simplement. Je pense notamment aux TDAH qui ont vraiment de l'énergie, ils ont besoin de se dépenser, ils ont tout ce qu'il faut, en fait, pour qu'ils puissent se dépenser. Enfin, voilà. Je ne veux pas comparer, dire, ah, tiens, c'est mieux en Écosse, c'est mieux en France, ou c'est mieux en Finlande, etc. Ce que je veux dire, c'est que il y a des systèmes qui ont compris qu'on pouvait accompagner les enfants de manière très différente, peut-être beaucoup plus connectée à ce qui est naturel en termes d'évolution de l'être humain. Et dans d'autres pays comme le nôtre, par exemple, où on est resté sur des modèles très très anciens, qui datent de plus d'un siècle, et qui évoluent un peu lentement. Mais la direction est la bonne, en fait. Moi, j'aimerais rassurer les gens, en fait, en leur dire que vraiment la direction est la bonne. La direction, pour moi, c'est d'intégrer beaucoup plus de savoir-être et de connaissance de soi. Donc, si on se revoyait dans 20 ans, tu verrais que bah, de plus en plus, on va intégrer ça. Mais voilà, on l'adapte en fonction de notre pays. On s'inspire beaucoup des pays du Nord, ça c'est une certitude. Finlande, Norvège, Suède, etc. Il y a une grosse source d'inspiration. Quand je dis on s'inspire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 1 million de salariés dans l'éducation nationale à peu près, et qu'il y a la moitié, à mon sens, comprendre que je suis optimiste, il y a la moitié, à mon sens, qui essayent justement des choses au sein de leur classe et qui se forment par leurs propres moyens à l'extérieur pour voir en fait ce qui marche et ce qui marche pas. Et ça, on le voit pas en fait. Il y a très très peu de personnes qui sont au courant parce que, et c'est pour ça aussi que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont au courant, les médias ne s'emparent pas en fait du sujet. Donc nous, on a créé le magazine Innovation en éducation pour ça. On veut montrer en fait aux personnes qu'il y a énormément d'enseignants, énormément de professionnels dans le monde de l'éducation et dans l'éducation nationale qui se mobilisent très différemment en fait des dogmes et qui a été un peu imposé en fait par le système. Et donc voilà, donc maintenant on a 5000 abonnés dans 40 pays avec le magazine, on a le podcast Innovation en éducation qui est extrêmement suivi aussi, où tous les jeudis je reçois quelqu'un dans le monde de l'éducation pour montrer en fait que voilà, il y a une façon d'aborder l'éducation différente pour les parents, pour les enseignants, pour les professionnels de l'éducation. On a créé le congrès Innovation en éducation aussi pour ça. On a créé une académie éducation positive aussi pour les futurs parents. J'ai créé le film L'école de la vie aussi pour ça. Et tu vois, moi je suis un tout petit maillon dans cette chaîne. Et c'est ça en fait que les gens ne voient pas. On pourrait le transposer par exemple au monde du bien-être que les gens perçoivent un peu plus. Là, on sent quand même qu'il y a un vrai marché dans le monde du bien-être. On sent qu'il y a des salons du bien-être par exemple dans quasiment tous les départements de France.
on perçoit sensiblement qu'il y a beaucoup de professionnels dans ce secteur, et ben, dis-toi que c'est exactement la même chose dans le monde de l'éducation. C'est le même principe. Il y a autant de professionnels dans le monde de l'éducation qui ont créé des outils, des pédagogies, pour accompagner les parents, les futurs parents, les enseignants, les professeurs d'école, les professionnels dans le monde de l'éducation, qu'il y a de thérapeutes pour accompagner les gens. Et ça, bah, évidemment, je te dis, personne n'en parle, donc on peut pas le savoir. Donc nous, bah, on essaye un maximum d'éclairer, de semer des graines en disant non, il se passe des choses. C'est une vraie boîte de Pandore, les amis. Le festival pour l'école de la vie, il fonctionne bien. Il y a 15 000 personnes qui viennent tous les ans à Montpellier, donc ça permet de semer des graines. Mais vraiment, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'on ait l'équivalent, c'est-à-dire il faudrait qu'on ait des salons de l'éducation dans tous les départements de France. Est-ce que c'est un projet que tu envisages de mettre en place? Non, j'aurais pas les épaules pour. Par contre, ça inspire. Nous, on a été pionniers avec le Festival pour l'école de la vie. On l'est encore quand même avec le Congrès Innovation et Éducation. Mais là, ces 5 dernières années, je vois, ça y est, on commence à avoir des projets de colloques, de congrès, de salons en France. Et ça a inspiré aussi les pays francophones. Donc, ça va venir de plus en plus. Ça, c'est une certitude. La proportion et la vitesse, ça, je m'en rends pas trop compte. Mais c'est clair que là, en 5 ans, il y a de plus en plus d'événements autour de l'éducation. Et encore, moi, je suis pas au courant de tout. Hein. C'est des informations soit qu'on me ramène, soit que je vois circuler. Donc, ouais, c'est plutôt encourageant, en fait, pour la suite. Mais oui, absolument. Ouais. Bravo pour toute cette énergie déployée. Alors, j'ai une question ultime qui, je pense, va te surprendre. C'est quoi le bonheur pour toi? Ah oui, ça me surprend. Si je savais le nombre de fois où on m'a posé la question. Alors, moi, c'est la première fois. Eh ben, pour ne pas spoiler le film, parce que dans le film, c'est quoi le bonheur pour vous? À la fin du film, je donne ma définition du bonheur. Donc, j'invite les gens à... Est-ce que ça change pas dans le temps? Ça peut changer d'un individu à un autre. Moi, la mienne n'a pas changé. À l'époque, donc j'ai 23 ans, je suis dans ma chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sur l'ascenseur. Je suis en train d'imaginer de comment je pourrais impacter le monde positivement, qu'est-ce que je pourrais créer comme activité. On est au tout début d'Internet, et donc je suis en train de me dire, bon, peut-être que je peux faire un truc sur Internet. Et je me dis, avant de me lancer, c'est quoi mes besoins en fait? Moi, j'ai besoin de quoi dans ma vie de tous les jours pour être bien en fait, pour être heureux? C'est quelque part, c'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Mes besoins n'ont pas changé avec le temps. Comme je te disais, j'aime bien manger, donc je passe beaucoup de temps. J'adore ce moment-là, c'est un vrai moment de méditation pour moi de préparer des bons aliments colorés qui m'apportent de l'énergie, de la vitalité. Donc ça, je prends du temps. J'ai du mal d'ailleurs à travers mes voyages à trouver des lieux où on mange bien. C'est pas évident. Je trouve que moi, mon meilleur restaurant, en fait, c'est chez moi. D'ailleurs, à Montpellier, si tu as des adresses, ça m'intéresse, parce que moi, je ne trouve pas de restaurant où on cuisine bien. La nature, comme tu l'as compris, je passe beaucoup de temps dans la nature, ça fait partie de mes besoins. L'amour, l'amitié. J'aime énormément découvrir. J'ai une curiosité, une soif de découverte. L'être humain me passionne, donc moi tout ce qui est rattaché à la psychologie de l'être humain, ça fait partie en fait entièrement de ma vie. Donc j'adore rencontrer des gens, je suis très curieux en fait de connaître leur parcours, ce qu'ils sont, etc. Et je crois que c'est tout en gros. Hein. C'est ça en fait moi j'avais besoin. Et donc j'essaye de faire du mieux que je peux tous les jours pour alimenter ces réservoirs d'énergie qui me sont propres et qui me permettent, comme je te dis, d'être heureux, quoi, d'être bien dans mon corps, d'être bien dans ma tête. Etc., etc. Super. Donc, on arrive à la fin, on est à 45 minutes. C'est quoi le mot de la fin que tu voudrais dire aux personnes qui ont regardé cette vidéo? Le point de liaison que je vois en te disant ça, ça me fait penser au premier livre que j'ai écrit, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, qui est un roman autobiographique où je raconte une partie de mon parcours de vie, mais en faisant des ponts avec ce que j'ai envie de transmettre aux gens qui me paraissent, pour moi, c'est vraiment les fondamentaux qui nous concernent tous, quoi. Et une fois de plus, on a tendance à les oublier, en fait, ces fondamentaux, parce que la société ne me parle pas de tout ça, c'est pas médiatisé. Donc, je repense à l'alimentation, notamment. On nous a pas appris à bien manger, vraiment. Quand je dis bien manger, c'est ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. Donc, vraiment, des aliments qui nous apportent de l'énergie, de la vitalité, en fait, tout simplement. Une grande majorité d'entre nous, on mange parce qu'on a faim. On n'a pas appris à repérer les aliments qui sont bons pour nous, à savoir les cuisiner, à savoir les choisir aussi, etc. Alors on dit qu'il faudrait à peu près entre 3 et 7 ans, en fonction de quelqu'un qui est très motivé pour changer son alimentation, de se déconditionner en fait, et retrouver une alimentation qui lui correspond vraiment, mais uniquement qu'à lui. C'est tout un cheminement, parce que tu vas dans les supermarchés, si tu regardes bien, c'est que de la malbouffe, quoi, globalement. Donc, et comme on a été éduqués, nous, à consommer plutôt des packagings qui sont beaux, à être attirés par des couleurs, des goûts et tout, etc., qui sont
rempli de sucre, rempli de sel, et donc du coup, forcément, qui nous amène encore à vouloir continuer à manger des choses qui sont pas bonnes. Donc voilà, il faut se déconditionner. Donc il y a l'alimentation, le sommeil qui me paraît aussi très très important. Les gens ne sont pas attentifs à leur sommeil. On a des cycles de sommeil qui sont vraiment à respecter scrupuleusement. Et donc ça s'étudie. Il faut se mettre un peu comme un chercheur pour soi-même, sans compter tous les bénéfices d'une bonne nuitée, en fait, tout ce que ça nous apporte après sur le lendemain. Le sport aussi, donc c'est-à-dire remettre on va dire du mouvement dans sa vie, sans forcément avoir une activité sportive, mais au moins de remettre du mouvement dans sa vie, parce qu'on est dans des sociétés qui nous ont sédentarisés, très clairement. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin en fait de bouger. On était des nomades, on était tout le temps en déplacement à l'époque, et ça fait partie de nous. Donc, remettre du mouvement dans sa vie, aller le plus souvent dans la nature, même si on habite dans des grandes villes. Moi, j'ai habité à Paris pendant 34 ans. Comme je te le disais, je faisais l'effort de faire 1 heure de vélo, d'aller au bois de Boulogne, ou de m'extraire en fait tout simplement et d'aller dans des parcs. Donc ça, c'est possible, c'est une question d'envie et d'énergie. De 10 minutes de relaxation par jour. Juste 10 minutes de relaxation par jour, c'est prouvé, il y a plein d'études scientifiques qui le montrent, ça a des effets bénéfiques énormes sur nous, sur notre cerveau, sur l'ensemble de nos cellules. Voilà à peu près ce dont je parle dans mon livre. Il y a d'autres choses, mais ça pour moi c'est les fondamentaux. Donc quand c'est mis en place dans ta vie, quand c'est intégré au même titre que tu te brosses les dents par exemple, tu ne réfléchis plus, c'est devenu un mécanisme. Quand tu as mis en place tout ça, là, l'alimentation, le sport, en fait t'es que bien, t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps, tu dégages une bonne énergie, et c'est pour ça que je parle de fondamentaux, parce que ça devrait être intégré comme une hygiène de vie, comme la normalité dans nos sociétés respectives. Et là, je t'invite à réfléchir, mais j'invite les gens qui nous écoutent à réfléchir. Imagine si tout le monde faisait ça. Imagine si tous les jours, tous les matins, chaque personne avait conscientisé ça, était disciplinée et faisait du mieux qu'il pouvait pour être bien, en fait, pour être bien dans son corps, être bien dans sa tête, avec les outils qui lui conviennent. Imagine comme notre société serait très, très différente. J'en suis convaincu. Parce qu'on part déjà du postulat que c'est égoïste de prendre soin de soi avant de s'occuper des autres. Donc déjà, forcément, c'est compliqué. Et parce qu'on est dans une société qui nous fait croire qu'on ne peut pas prendre le temps. En réalité, on a des journées de 24 heures. Donc chacun, dans nos emplois du temps respectifs, chacun, on peut se débrouiller pour consacrer du temps en fait pour soi. Même si c'est que 5 minutes par jour, c'est déjà énorme, parce que déjà, en fait, tu n'auras jamais consacré de toute ta vie 5 minutes par jour pour toi. Et progressivement, tu vas voir en fait que tu vas t'accorder un peu plus de temps, que tu vas trouver plus de temps ici, à droite, à gauche. Moi, je te le disais avant d'arriver, que je suis réveillé à 5h30, mais c'est pas pour rien. C'est parce que déjà, en fait, je commence à m'occuper de moi, en fait, dès le matin. Et après, bien évidemment, je me mets à jardiner, comme je le dis, donc dans des activités. Et après, j'arrête de travailler à 4h30 pour continuer à prendre soin de moi. Ça, c'est dans ma vie. Donc moi, je ne dis pas aux gens de faire pareil que moi, même s'il y a un Américain qui a écrit un livre qui s'appelle le Miracle Morning, justement, où il invite les gens à se lever à 5h30. Donc il y a quand même des raisons. Mais dans tout ce que j'ai cité, pour les pragmatiques, sport, sommeil, mouvement, relaxation, nature, etc., il y a des études scientifiques. Donc si vous êtes curieux, si vous êtes pragmatique, allez voir. Il y a plein d'études scientifiques qui le montrent, tous les bienfaits d'une bonne alimentation, d'un bon sommeil, de pratiquer du sport, de faire des exercices de relaxation, d'aller souvent dans la nature. Et voilà. Donc regardez, testez, ça c'est la meilleure des choses. Ne m'écoutez pas, écoutez pas les gens, testez par vous-même. En fait, vivez vraiment des expériences et c'est là où vous allez mesurer que ça vous fait du bien. Super, Julien Perron, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps et à très bientôt sur Énergie Positive. Avec plaisir, merci à toi.